J'ai vécu l'un des pires moments de ma vie. C'est comme ça que Kevin Mayer parle de sa non-participation aux Jeux Olympiques de Paris. Lui, vous savez, le recordman du monde de décathlon, celui qui a tout fait, l'un des plus grands athlètes français de notre époque. Car pour Kevin, le sport n'a jamais été une simple discipline, c'est une quête de soi, de ses limites, de son intégrité, une quête où la souffrance n'est pas un accident. J'ai envie de dire que c'est malheureusement un passage obligé. Il raconte comment à chaque compétition, son corps crie, comment il avance malgré tout, il se bat. Et dans cet échange, il parle aussi de ses routines de méditation, de ses protocoles alimentaires, vraiment mais millimétrés, vous allez voir, de ses renoncements, de ses doutes, de ses sacrifices, et de cette hypersensibilité qu'il revendique et qui, selon lui, a fait sa force, a même fait là où il en est aujourd'hui. Il parle du poids du regard des autres, de la solitude, notamment face au succès, et de la manière dont on transforme un échec public en victoire personnelle et intime. Vous verrez, c'est un épisode qui est puissant, qui est sans posture et que je vous invite vraiment à écouter jusqu'au bout. Si ce type de conversation vous plaît, vous parle, pensez à vous abonner ou à la partager autour de vous. C'est ce qui permet au podcast, à ma chaîne YouTube, de continuer à inviter des voix aussi rares, aussi prestigieuses que Kevin Mayer et à les faire rayonner. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Kevin Mayer. Quand on est indépendant, il y a des jours où tout roule. Et puis il y a les autres. Vous savez, ceux où un client oublie de payer une facture, où vous passez 1 heure à retrouver un justificatif dans une bannette mal triée, ou encore les jours où vous réalisez que votre compte pro ne distingue pas ce qui revient à l'URSSAF de ce que vous pouvez réellement dépenser. C'est là que mon sponsor de longue date, Conto, est bien plus qu'un simple compte bancaire. Facturation automatisée, relance intégrée, estimation du solde de TVA pour facilement savoir où vous en êtes, sous-compte avec IBAN dédié pour mettre du côté charge ou salaire, et surtout une vision claire en temps réel de votre trésorerie. C'est structurant, apaisant et, si on est honnête, totalement indispensable quand on gère son business soi-même. Conto, c'est la solution que j'aurais aimé avoir à mes débuts et celle que je recommande sans réserve aujourd'hui aux indépendants autour de moi. En plus, Conto vous offre 3 mois sur votre abonnement compte pro avec le code Pauline2025. Alors n'attendez plus et rendez-vous sur conto.com, Q-O-N-T-O. Kevin, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Alors comme tu l'imagines, j'ai 1001 questions pour toi. La première, c'est t'as vécu déjà tellement de choses quand même dans ta carrière de sportif, les podiums, les records. Mais si tu devais garder un seul moment dans toute ta carrière, un moment qui t'a particulièrement ému, touché, enfin dont tu te rappelles là comme ça directement, est-ce que t'acceptes de nous en parler et de me faire revivre ça avec toi? Alors bonjour à tous, merci pour l'invitation. Ouais, carrément. Il y a eu plein de moments positifs, plein de moments négatifs dans ma carrière et je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, donc ce qui me marque le plus, c'est les bons moments. Donc c'est vraiment le record du monde du décathlon quand je l'ai fait en 2018. En général, je fais un décathlon dans l'année, à part si je dois me qualifier pour le championnat. Et là, cette année-là, j'avais fait 0 au 100 longueur, qui est la 2e épreuve du décathlon, au championnat d'Europe de Berlin. Donc, quand on fait un 0, c'est mort, le décathlon est fini. Donc, ma saison était pratiquement morte. Et il restait un décathlon en France au Décastar de Talence. Et c'est là que je suis allé faire un décathlon pour sauver ma saison, un peu pour me faire plaisir, pour montrer ce que j'avais fait à l'entraînement en compétition, quoi. Et c'est là que j'ai battu le record du monde. Donc, c'était un sacré rebondissement parce que la saison était pratiquement foutue et d'un seul coup, je passais de saison foutue à record du monde. Ça a été un week-end vraiment où j'étais sur les nuages, où j'avais l'impression que peu importe ce qui se passait, j'étais en réussite, et peu importe mon état d'esprit, mes sensations, mes pensées, il y avait tout qui se passait bien. Donc c'était un moment, je me suis senti marcher sur l'eau et j'avais l'impression que ça allait pouvoir se réitérer, cette sensation, mais en fait c'est quelque chose de très rare. Ouais. J'ai déjà eu la chance d'avoir quelques autres sportifs sur le podcast et qui me parlaient, je pense par exemple à Alexandra Rekia qui a gagné les championnats du monde de karaté et qui me disait qu'elle avait vécu, j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu décris, une fois un moment, un peu ce fameux flow où en fait elle voyait tout mais quasiment au ralenti pendant sa période. Alors elle l'a vécu une fois, pareil comme tu dis c'est très rare et donc elle était limite assez déçue en fait de pas le vivre aussi souvent que ça, mais c'est ça aussi qui en fait la beauté. Et elle me disait mais tout est un peu au ralenti, tout fonctionnait, tout s'enchaînait,
s'enchaînaient. Est-ce que toi, tu pourrais nous décrire, si t'arrives à mettre des mots dessus, j'imagine que c'est pas évident, mais qu'est-ce qui fait que pour toi, ce moment a été si particulier? Qu'est-ce qui fait comment tu t'es senti physiquement? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, contrairement à tous les autres sportifs que j'entends parler, parce que j'écoute aussi beaucoup d'autres sportifs parler, je me sens chanceux parce que cet état émotionnel qu'on appelle un peu la zone, être dans la zone, je l'ai ressenti beaucoup de fois dans ma carrière. C'est-à-dire que plus l'événement était important, plus la pression était énorme, et plus la pression était énorme, plus dans le moment de l'action, après l'attente, je me retrouvais dans cette zone assez incroyable où j'avais l'impression que je pouvais tout faire. Le seul problème, moi, c'est que c'est le côté physique. Bon, c'est le problème de tous les décathloniens parce qu'on fait 10 sports explosifs et qu'à chacun de ces sports, il y a une tension particulière. On fait 10 sports, donc on a 10 fois moins de chances de les pratiquer, donc 10 fois plus de chances de faire des erreurs techniques. Donc c'est vraiment les blessures le problème du décathlon. Et en fait, ce jour-là, au record du monde, je me suis retrouvé avec un corps pratiquement healthy, où j'ai eu des douleurs que au 100 hauteur, avec tout simplement tout le monde me voyait faire le record du monde, donc une pression énorme avant. C'est-à-dire que avant le 100 mètres, j'avais carrément les oreilles qui sifflaient, j'entendais pas bien les gens autour de moi, tellement mon cœur y battait, tellement je l'entendais dans mes oreilles. Donc c'est vrai que cette pression est tellement montée haute que je me suis retrouvé dans la zone pendant tout le week-end. Et ce mix avec un corps qui était prêt à faire des perfs, ça a été ce qui a créé ce moment d'apothéose. Le fait d'avoir eu entre guillemets l'échec de Berlin, en tout cas le moment difficile de Berlin juste avant, tu penses que ça a contribué au fait que tu t'es mis encore plus la pression et donc que t'es rentré dans cet état? Parce que souvent on peut se dire qu'on va s'effondrer, qu'on perd confiance en soi après un moment comme ça. Bah en fait, ouais, j'ai jamais eu de problème avec le passé, j'ai toujours eu des problèmes avec le futur. Donc j'étais plus revanchard qu'autre chose. Moi j'ai toujours dit que les grands champions, ils mettaient très peu de temps à se remettre des échecs, et c'est ce qui faisait qu'ils rebondissaient sans arrêt et qu'ils arrivaient sans arrêt en fait à utiliser leurs échecs pour en faire de moins en moins. Ils utilisaient leurs expériences pas pour se lamenter, mais pour les utiliser et pas refaire les erreurs qu'ils avaient faites avant. Donc je pense que ça c'est une de mes forces, et c'est ce qui a fait que, comment dire, en fait toute cette année-là j'avais battu mes records et tout le monde me voyait faire le record du monde. Et quand à Berlin je rate, il y a plus d'espoir de médaille, il y a plus qu'un espoir de total, de points en décathlon. Donc c'est vrai qu'ils ne pensaient qu'à ça pour le Décastar, pour ce décathlon un mois plus tard. Et en fait, pendant un mois, RMC a racheté les droits. Ils m'ont mis en tant que consultant d'RMC, et chaque jour, je faisais une interview pour parler de ma préparation avant ce décathlon. Donc en fait, tout le monde attendait le record du monde. Et moi, je faisais que de me dire dans ma tête, réfléchis pas à ça, entraîne-toi jour après jour. Parce que justement, j'ai pas de mal avec le passé, mais j'ai du mal avec le futur. Donc ça a été très dur de rester dans le moment présent avant ce décathlon parce que tout le monde n'attendait qu'une perf. Et clairement, le meilleur moyen de se planter, c'est de penser à la perf au bout de décathlon parce qu'il y a les 10 épreuves à faire avant. Ce mindset de réussir à rebondir après les échecs, après les moments difficiles, c'est un truc que t'as depuis toujours ou t'as bossé dessus pour le développer? Alors, je dirais pas que j'ai bossé dessus, j'ai pas fait de préparation mentale ou quoi. Je dirais que c'est quelque chose, c'est de la résilience. Ça fait très mal au début et ça fait de moins en moins mal. Et comme au décathlon, on a au moins un échec, voire plusieurs pendant un décathlon. Et ben quand on a fait 20, t'es tellement plus résilient qu'avant. Parce que quand t'es spécialiste d'athlétisme ou quand tu pratiques un autre sport, du handball, du rugby, etc., tu maîtrises ton sujet. Au décathlon, entre la fatigue et la non-maîtrise technique, parce que bien sûr on a 10 épreuves à travailler, il y a toujours un moment où on se foire totalement. On est trop bien parti et à la perche, on fait zéro. Enfin, et j'ai des anecdotes, à part ce décathlon du record du monde, j'ai toujours foiré mes décathlons entre guillemets parce qu'il y a toujours eu une épreuve où je me plantais totalement. En fait, c'est impossible d'être parfait quoi dans le décathlon. Non, c'est impossible. C'est impossible en fait d'être proche de son record sur chaque épreuve. Et au contraire, si on est proche de son record sur chaque épreuve, c'est qu'au niveau probabilité, il y a quelque chose qui va pas. Ça veut dire qu'on n'a pas assez optimisé notre potentiel parce que une perf de pointe, ça existe toujours.
Et genre, quand on fait une compétition hors décathlon, etc., on est toujours plus frais, on a beaucoup plus d'essais, beaucoup plus de chances de réussir. Et, et si on fait tous nos records pendant le décathlon, ça veut dire qu'on a encore beaucoup de potentiel. Hmm. Je vois. Bah d'ailleurs, j'avais lu une phrase que tu disais. Enfin, je crois que tu l'as redite là. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé avant cette interview. C'est que le décathlon, comme vous avez 10 épreuves, bah en fait, tout est x10. Donc x10 en difficulté, mais aussi x10 en temps que tu peux. En fait, tout doit être divisé par 10 aussi dans le temps que tu consacres, parce que ouais, voilà, faut quand même gérer les 10 épreuves techniquement, C'est physiquement. ça. C'est le principe. Après, je vais pas dire que c'est un sport qui est plus difficile que les autres parce qu'on n'a pas besoin d'être aussi fort qu'un Hmm. spécialiste dans une épreuve. Donc, c'est celui qui arrive à être le plus régulier, on va dire. Et c'est vraiment un sport où la difficulté, c'est ça, c'est les blessures et la maîtrise technique. Une vie suffirait pas à maîtriser une épreuve. Je vous parle même pas de 10 épreuves. Il faudrait 20 vies pour réussir à être un décathlonien affirmé techniquement dans chaque épreuve. Donc c'est ça toute la beauté de ce sport, c'est vraiment de chercher les moindres raccourcis pour progresser techniquement, être dans la qualité, pas dans la quantité, parce que faire 55 lancers de poids, eh ben, le lendemain on est mort pour la perche, donc c'est mort. À l'entraînement, on peut pas se permettre de faire autant de répétitions, donc toujours. Et on a une chance, c'est que les spécialistes sont meilleurs que nous. Donc recopier les spécialistes, c'est quelque chose qui est très important. L'humain sait très bien faire, utiliser l'expérience des générations passées pour, comment dire, arriver au summum le plus vite possible. Hmm. Oui, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a vraiment par rapport à d'autres, enfin, une fois de plus, je suis complètement néophyte, donc je dis certainement des bêtises, mais on a la sensation qu'il y a une vraie notion de d'optimisation de la préparation encore beaucoup plus forte parce que t'es obligé en fait de tout faire rentrer quoi, et Ouais. que ça a l'air quand même assez chaud cette histoire. Et donc même dans ce que tu dis, pour avoir pas mal lu du coup sur toi, quand tu parles de ta préparation et que t'expliques en fait justement que t'es obligé de prendre des raccourcis, mais en fait on imagine bien que tu prends pas des raccourcis au sens où tu bosses quand même comme un fou pour réussir là où tu vas, mais t'es obligé en permanence de dire quel va être le moyen le plus efficace d'y arriver. Donc c'est intéressant parce que pour beaucoup de personnes, tu vois, qui lient juste la notion d'effort au succès, il y a de l'effort, mais il y a plus que ça en fait dans le décathlon. C'est ça que je trouvais très intéressant, c'est qu'il y a une vraie réflexion sur le travail en fait et sur comment est-ce que j'arrive au plus loin. C'est C'est vrai juste pour, ou ouais, c'est totalement vrai pour les décathloniens en général et encore plus pour moi, qui a vraiment un point faible, c'est comment dire, mais comment dire, mon physique pur est beaucoup moins fort que les autres décathloniens. qu'est-ce que Donc tu j'ai veux dire moins, pour les personnes qui... tout simplement, j'étais moins bon en sprint quand j'ai commencé le décathlon que la moyenne des décathloniens, surtout la moyenne haute. Euh, et j'ai dû bosser comme un taré pour être à peu près moyen en sprint parce que c'est la base de tout. Quand t'es explosif au poids, au lancer de javelot, à la perche, sur les haies. Et que le 1500 mètres qui est à part, c'est du demi-fond, mais ça, c'est pas grave. On va au suicide à la fin du décathlon parce que c'est la 10e épreuve. Mais vraiment, j'ai un physique peu avantageux par rapport aux décathloniens qui sont arrivés au décathlon parce que ils survolaient les épreuves sans trop les travailler. Moi, ma grande force, ça a été vraiment la compréhension technique et ma courbe de progression technique dans chaque épreuve qui a fait que j'ai été un très bon lanceur, très bon sauteur et moyen sprinter très vite, alors que les autres ont beaucoup de mal dans la deuxième journée où il y a toutes les épreuves techniques et moi, c'est là que je remonte à chaque fois Hmm. parce qu'il y a les haies, il y a le disque, il y a la perche et il y a le javelot et c'est des épreuves, comment dire, où quand tu n'arrives pas à dissocier le bas du haut, la torsion, etc., dans les lancers, ça part pas loin. Hmm. Non mais c'est fou, ça me rappelle, j'avais fait un épisode avec Renaud Lavillenie qui m'avait dit un truc, ça m'avait choqué. Il m'avait dit bah en fait moi j'étais pas très bon quand j'étais petit par rapport à mes petits copains en perche, et c'est vrai Mm. que ça paraît fou parce que on a tous, tu sais, nous de notre point de vue extérieur, on se dit que de base vous êtes des génies et qu'en fait vous étiez les plus doués, tu vois. Et en fait c'est fou de se dire que les meilleurs, et c'est d'ailleurs rafraîchissant et agréable de se dire que c'est souvent pas ceux qui étaient les meilleurs au départ qui finissent les meilleurs à l'arrivée. Alors attention, il faut savoir une chose, c'est qu'on n'était pas les meilleurs physiques, mais qu'on avait quand même un avantage d'apprentissage, de Hmm. compréhension et de vision de notre corps dans l'espace. Renaud Lavillenie, c'est l'exemple même. Euh, il savait quelle technique
il savait où il voulait arriver et il savait exactement ce qu'il fallait faire pour y arriver. Et comme il avait une vision de son corps dans l'espace incroyable, et ben à chaque saut, il y avait 0,1% de progression. Hmm. Et il savait que plus il faisait de sauts dans sa séance, plus le jour d'après, il serait fort. Et quand tu ajoutes 365 jours à chaque année, eh ben, ça fait une progression dantesque comme il a eu. Hmm. Toi, comment est-ce que t'es tombé dans ce monde-là? Donc, si je me trompe pas, quand t'étais petit, t'es en région parisienne. Et qu'est-ce qui se passe en fait tout de suite? Le sport, c'est quelque chose d'important pour toi. Qu'est-ce qui fait en fait que, et puis surtout, ce qui va m'amener ensuite à la deuxième question, c'est pourquoi le décathlon? Qu'est-ce qui fait que t'es tombé là-dedans, qui est pas le premier sport en fait qu'on côtoie quand on est enfant? Alors, pour être honnête, moi, mes parents, ma mère est prof de sport et mon père est éducateur sportif, donc j'ai baigné dans le sport toute ma vie. Ils m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit, mais toujours voulu que je sois dehors et que je joue. Et c'est vraiment cette notion de jeu qui m'a plu très jeune. J'ai eu un grand frère de 3 ans avec qui j'ai vécu, donc qui était tout le temps plus fort physiquement que moi, donc ça m'a donné un bon, comment dire, un bon sommet à aller chercher sans arrêt dans tous les sports. Mais on m'a mis au tennis très jeune et j'ai essayé vraiment tous les sports. Mais quand je dis tous les sports, c'est la gym, la natation, le handball, le rugby, le badminton. Je suis passé par vraiment tous les sports. Et à chaque fois que j'essayais un sport, j'aimais pas l'entraînement et j'adorais la compétition Ah, parce qu'il n'y avait pas un niveau d'intensité énorme à l'entraînement et c'était trop répétitif. Et c'est vrai que un jour, j'ai fait l'UNSS en sixième. Dès que je suis arrivé en sixième, il y a des compètes universitaires et j'ai fait un cross, j'ai gagné le cross et je me suis dit tiens, je vais essayer l'athlé. Et ce que j'ai adoré à l'athlétisme, c'est qu'on va à l'athlé le premier jour, on essaye le lancer de marteau, le sans longueur et la perche et la semaine d'après, on nous fait essayer le sprint, les haies et le lancer de poids quoi. Et c'est la première fois que je m'ennuyais pas à l'entraînement. hmm. Ou au bout de 6 mois, j'avais envie d'aller à l'entraînement. Je pensais pas que aux compétitions, etc. C'est vrai qu'à côté, je faisais encore du tennis et on me voyait un grand avenir au tennis, mais je me prenais trop la tête trop jeune. Et fallait mettre la balle dans le court. Et quand on m'a dit que le javelot, bah, il n'y avait pas de limite de terrain, il fallait juste lancer le plus loin possible, ça m'a beaucoup plu. Et je me suis retrouvé dans toutes les épreuves. Alors, quand je suis arrivé en athlétisme, il y avait le coach de demi-fond qui voulait que je fasse que du demi-fond, le coach de lancer qui Hmm. voulait que je fasse que du javelot, et le coach de saut qui voulait que je fasse que du saut en hauteur. Et j'ai toujours dit non jusqu'à ce que je rencontre un coach d'épreuves combinées qui m'a dit tu peux tout faire. Et là, j'ai fait un week-end à épreuves combinées où en fait tu vas là-bas et tu passes 2 jours avec les mêmes personnes et tu vas jusqu'au bout de toi-même. Et c'est vrai que dans la douleur, parce que tu vas vraiment au bout de toi-même quand même dans les épreuves combinées, ça crée des liens et j'ai vraiment adoré l'ambiance. Parce que au début, tu vois tes adversaires comme des adversaires normaux comme dans tous les autres sports, mais à la fin, c'est vraiment des potes avec qui t'en baves. Parce Et que c'est c'est ça qui long est en incroyable plus. parce que tous les concours sont très longs. Le saut en Ouais. hauteur, la perche sont des concours qui durent entre 1 heure et 3 heures et demie. Donc en fait, si t'es pas sociable, c'est trop Hmm. long. Donc ça, t'es obligé en fait. L'atmosphère fait et la fatigue fait que t'es obligé de créer des liens sociaux avec tes adversaires et qu'au final, à la fin, tu te bats beaucoup plus contre toi-même et ta fatigue que contre les autres en fait. Tu penses que c'est assez intrinsèque, enfin c'est spécifique à ces épreuves combinées, ce fait d'avoir plus de liens avec les concurrents, quoi. Parce que c'est vrai qu'on là aussi, tu vois, moi je te dis de mon point de vue complètement extérieur, on se dit quand vous êtes sportif de haut niveau comme ça, bah, en fait vous êtes dans votre bulle, en fait les concurrents, bah c'est des vrais concurrents, quoi. Donc on n'a pas trop envie de leur parler, etc. Et en même temps je me dis, bah c'est vrai que là c'est des épreuves où vous vivez un truc ensemble, donc ça doit être peut-être différent. On vit quelque chose de fort ensemble. En soi, terminer un décathlon, c'est une réussite et c'est vrai que des fois la perf a moins de place dans nos cœurs et on est moins déçu à la fin. Des fois, il y a juste le soulagement de finir en fait, peu importe ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'il y a ce tour d'honneur où normalement c'est juste réservé aux 3 premiers au décathlon, on le fait tous. Non, il y a une ambiance particulière. Vraiment, j'ai fait tous les sports hein, et il y a une certaine bienveillance envers les concurrents qui fait que on sait très bien que on n'a aucune influence sur la perf de l'autre. On n'essaie pas de rentrer dans sa Hmm. tête en l'intimidant, etc. On sait déjà très bien que la moindre parcelle d'énergie qu'on a va falloir l'utiliser pour nous-mêmes, pour notre corps, parce que vraiment, les 2 jours de décathlon, c'est une épopée. Et justement, ce lien social concret, c'est un peu de l'instinct de survie, parce que le temps passe plus vite quand on fait ça que de rester
sans cesse dans notre bulle. En fait, on peut pas rester dans notre bulle pendant 2 jours, alors que c'est des épreuves explosives qui durent pas si longtemps que ça, hein. Son longueur, c'est 4 secondes, on en fait que 3, etc. Donc, il faut réussir à sortir de sa bulle et à y rentrer le plus tard possible avant l'expression physique, parce que sinon, nerveusement, on peut pas tenir jusqu'à la fin. Et si on reste dans notre bulle jusqu'à la fin, les dernières épreuves explosives qui sont le lancer de disque, la perche et le javelot, on va être moins explosif, c'est sûr et certain. T'as déjà eu quelques épreuves qui te viennent à l'esprit ou des compétitions qui ont été particulièrement dures au point où tu t'es dit je vais abandonner. Je parle pas de blessures, tu vois, autre chose comme ça, mais vraiment où je sais pas, le mental, t'arrivais plus tellement c'était dur. Non, moi, la difficulté de mon sport a été toujours rivée vers les blessures physiques. La moindre petite gêne qu'on a avant le décathlon augmente exponentielle pendant les épreuves. Donc c'est plus dans l'attente avec une douleur physique que j'ai eu des vrais où je préférais mourir que d'y aller, quoi, parce que je savais à quel point ça allait être intensif, mais en même temps j'avais des douleurs et je savais qu'au 100 mètres, la douleur après le 100 mètres à froid, ça allait être bien pire, qu'il allait falloir se réchauffer pour aller au 100 longueur, qu'après le 100 longueur, si c'était la jambe d'impulsion, que je pourrais plus marcher après le 100 longueur. Et étant donné que c'est la même jambe d'impulsion sur la hauteur et sur les haies, et que t'appuies dessus aussi au javelot dans les 3 lancers, et que tu finis par 1500 mètres, donc tu fais à peu près, je dis une bêtise, mais à peu près 1000 pas pendant 1500 mètres, en fait, chaque choc allait amplifier cette douleur. Et la pire expérience de ma vie, ça a été les JO de Tokyo, où déjà moi je me transcende avec le public, et là il y en avait pas. J'ai quand même réussi à me transcender, mais je me suis bloqué le dos une semaine avant et je pouvais pas mettre mes chaussettes toute la semaine qui avait avant. T'arrivais pas à te baisser quoi physiquement pour te. C'est ça. Donc un lumbago, ce qui est bien, c'est qu'un lumbago, les douleurs elles sont énormes à froid, mais dès qu'on s'échauffe avec l'adrénaline, ça passe. Mais les moments de repos entre les épreuves, je me rappelle, mais je me disais, mais ce décathlon ne va jamais finir. Jamais finir. Et tu t'es pas dit à un moment donné, quand t'as le lumbago, c'est les JO, donc évidemment il y a plus qu'une pression, ça fait 4 ans que t'attends le truc et tout, toute ta vie. Mais tu t'es pas dit, je peux pas le faire, quoi. En fait, si. Et dans ce moment-là, en fait, moi j'ai toujours dit que dans l'attente, peu importe les pensées noires, peu importe à quel point on se plaint, c'est pas grave si pendant l'action on est des warriors. Donc clairement, j'étais là, j'appelais mes proches, je disais ça va pas le faire, je suis au bout du rouleau, je sais pas ce qui va se passer, etc. Mais en fait, on est obligé d'être dans cet état parce que tout simplement, on n'accepte pas l'idée de faire un décathlon dans cet état-là. Et le jour J, je suis arrivé avec une adrénaline décuplée, bien sûr. Et là, je savais que c'était mode warrior et que c'était parti. Donc, il faut toujours prendre le parti, de bien utiliser son énergie au bon moment, de pas toujours se dire ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, parce qu'en fait on utilise de l'énergie à toujours envisager que ça va bien se passer alors que ça va pas bien. Donc ça va pas bien, je me lamente et je verrai demain. C'est quand ça va pas, c'est comme ça que je marche, et ça a toujours marché, même si je sais que mes proches, mes coachs, etc. en ont beaucoup souffert. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que je puisse passer par des moments aussi horribles dans l'attente et que d'un seul coup, je sois un warrior sur la piste, quoi. Mais t'as besoin de ce sas de décompression, quoi. En fait, c'est tout simple, hein. Je vais faire moi, je suis quelqu'un de très émotionnel. J'ai un système nerveux très, très sensible. Je sens tout. C'est d'ailleurs pour ça que je suis bon technicien et que je suis devenu bon dans mon sport. Mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire que tous mes potes décathloniens, tous les grands décathloniens sont l'inverse de moi. Ils sont pas hypersensibles, et c'est ce qui fait qu'ils arrivent à faire beaucoup de décathlons et qu'ils en souffrent pas énormément. Alors que moi, chaque décathlon, j'ai l'impression d'aller à la mort. Mais c'est ce qui permet aussi de décupler mes forces pendant le décathlon, que mon système nerveux en fait réponde à la pression et monte aussi haut dans les tours. Ça, je te remercie d'en parler, le sujet de la hypersensibilité. J'avoue que j'aurais jamais pensé, comme on se connaît pas. J'aurais jamais pensé. C'est vrai que c'est pas, tu vois, c'est pas le premier truc qu'on peut se dire quand on pense à toi et qu'on pense à tout ce que tu fais.
Et aujourd'hui, j'ai l'impression, et c'est intéressant que t'en parles, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hypersensibles, qui le voient comme un fléau et comme quelque chose, tu vois, qu'il faut cacher, ou quelque chose qui les fait souffrir d'ailleurs, et qui est un inconvénient dans la vie. Et ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que finalement, même si ça te fait souffrir, c'est aussi ça qui t'a aidé peut-être à être où t'en es aujourd'hui, malgré tout. C'est cette différence, enfin ce fait de ressentir ces émotions et du coup d'aller encore plus loin peut-être. Complètement. Comme je disais, c'est à double tranchant en fait. En tant que hypersensible, je compatis à tous ceux qui le sont parce que le moindre problème de la vie te coûte beaucoup plus qu'une personne normale. Mais plus tu arrives à te maîtriser, enfin, c'est pas de la maîtrise de cette hyper émotion, c'est surtout de la connaissance de soi-même. Il y a des moindres problèmes qui te font du mal, t'as du mal à dormir à cause de ça, et maintenant je sais que il y a un petit problème, ça me fait chier, ça me rentre vraiment dans le corps, ça me fait du mal, mais je sais qui je suis, je sais pourquoi, et si j'arrive pas à dormir, ben je redescends, je me fais une petite muscu, des étirements, je regarde la télé. C'est pas grave si je dors pas, demain je ferai une grosse sieste. Enfin, il y a plein de choses comme ça où il faut accepter ces montées d'émotions, et c'est sûr que pendant l'action sportive, c'est quelque chose qui me sert énormément. Le moindre petit truc, la moindre petite compétitivité. À chaque fois, moi, en compétition, je regarde le public, je regarde mes adversaires, je me sers de toutes ces choses qui peuvent déranger certaines personnes et je m'en nourris pour devenir plus fort. Incroyable. Ce sujet, tu l'as ressenti très tôt dans ta vie, le fait que tu avais cette sensibilité assez extrême qui faisait que par rapport à d'autres personnes, t'étais un peu plus une éponge à émotions de l'extérieur. J'ai pas. Tu te rappelles quand tu t'en es rendu compte un peu que là-dessus t'étais un peu hyper quoi? J'ai pas été quelqu'un de très précoce en termes de philosophie, etc. D'ailleurs, en terminale, je comprenais rien à la philosophie, ça m'intéressait pas du tout et ça m'aurait servi dans le sport plutôt, vraiment. Parce que je trouve que je suis devenu philosophe beaucoup plus tard et c'est à ce moment-là que je m'en suis rendu compte. Et c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à lire plein de phrases philosophiques, etc. Je me suis beaucoup retrouvé dedans. Et ça a été un peu mes mantras, c'est-à-dire que je me suis mis des fonds d'écran sur mon portable avec Become a Legend et avec toutes les phrases qui me venaient à la tête avec cette phrase, enfin plein de trucs comme ça et c'est vrai que ça m'a permis d'avoir beaucoup plus d'autodiscipline, de recul sur moi-même et de recul sur mes émotions. Et je dis pas que j'arrive encore à maîtriser totalement, ça serait totalement un mensonge. Tu fais des pratiques type méditation, etc. Moi aussi, je suis quelqu'un de relativement émotionnel et un truc qui m'a beaucoup aidé, on est tous différents, mais c'est la méditation qui m'a permis au moins de voir les émotions quand elles arrivent, tu vois, et d'arrêter d'être un peu enfermé dedans et d'être embarqué dedans, même si j'ai l'impression que dans ton cas c'est utile aussi d'être embarqué dedans parce que dans le sport du coup ça te fait aller plus loin, mais c'est des choses que tu fais ça? Ouais, complètement. Alors d'un aspect scientifique, en fait, il y a une recherche scientifique qui a montré que les télomères, alors les télomères c'est quand tu as une branche d'ADN, le télomère, c'est le matériel désorganisé qui est au bout de la branche du chromosome. Et en fait, il y a une étude qui a montré que plus les télomères étaient longs, plus l'espérance de vie était longue, plus on avait des capacités de régénération énormes. Alors, il y a trois choses qui sont très bonnes pour les télomères, c'est la méditation, le sport et la diététique. Ce qui est très mauvais, c'est la malbouffe, le stress, etc. Alors, ceci étant dit, je cherche tous les moyens de pouvoir allonger mes télomères. Les premières choses étant la méditation, la diététique et même apprendre d'autres sports. Parce que le truc, c'est que faire du sport en général, ça allonge les télomères, mais la manière dont je le pratique à une intensité aussi énorme et avec autant de stress, autant d'envie de progresser, ça crée plus de stress qu'autre chose. Donc j'aime bien apprendre toujours un nouveau sport. En ce moment, je suis à fond dans le tennis et le golf. J'ai fait beaucoup de basket, du beach volley et je fais beaucoup d'apnée aussi. C'est une forme de méditation. Et après, je fais de la méditation normale où je m'assois pendant 30 minutes et j'essaie de me concentrer sur ne pas agir sur ma respiration.
Bah alors j'ai vu justement, tu me fais une belle transition parce que j'ai vu cette notion de paléo-préparation. Et on sent dans tout ce que tu dis que ta préparation en fait par rapport, alors je vais pas faire de comparaison, mais c'est un sujet que tu étudies énormément et donc avec ces différentes notions. Et j'ai l'impression en plus dans ce que tu dis, c'est pas uniquement que tu vas mettre la diététique, le sport, etc. C'est qu'en plus il y a aussi la notion de longévité, quoi, et de comment je prends soin de moi dans le temps. Probablement aussi pour pouvoir faire ton sport le plus longtemps possible, mais aussi juste pour être en bonne santé le plus longtemps possible, ce qui est pas facile quand on fait autant de sport à haut niveau. Tu peux m'en parler, en fait, déjà, qu'est-ce qui fait que t'as commencé à franchir des caps comme ça dans ta prep pour aller de plus en plus sur de la data, sur ses ressentis, sur des notions de méditation? Alors en fait, tout simplement, plus on augmente son niveau, et je dirais c'est dans tous les domaines, je dirais qu'un un, un chef d'entreprise, un peintre, une personne qui veut être bon dans tous les sports, peu importe lequel. À partir du moment où tu veux progresser dans quelque chose, plus tu es bon, plus on te met des bâtons dans les roues. Et c'est pas les autres qui te mettent des bâtons dans les roues, mais tu as des bâtons dans les roues. En fait, tu te rends compte que bah, moi, je faisais ça en termes de points, c'est-à-dire que le décathlon, mon record du monde, c'est 9126 points. Quand j'ai commencé à faire 7500 très jeune au décathlon, il y avait des problématiques techniques. Je suis arrivé à 8000 points, il y a eu des problématiques physiques. Je suis arrivé à 8500 points, il y a eu problématiques diététiques, physiques, mentales, etc. Je suis arrivé à mon record du monde, les problématiques qui sont ressorties étaient mais incalculables. Et en fait, plus tu veux creuser ton sport, ton domaine, plus tu te rends compte qu'il va falloir lui donner, il va falloir faire des concessions à cette activité. Et quand tu veux devenir le meilleur du monde, c'est vraiment c'est la concession de ta vie, c'est tu lui donnes ta vie. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte avec la diététique, avec la méditation, que je pouvais être un peu meilleur, donc je m'y suis mis à fond. Et ça a créé, c'était plus un travail, c'était une passion déjà, mais c'était plus un travail qui me prenait quelques heures dans la journée, c'était une manière de vivre. Le matin, je me réveille, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être plus fort demain? Si je fais ça chaque jour, au bout de 365 jours, je serai tellement plus résilient, tellement plus fort, tellement mieux mentalement. Et voilà, c'est tout ce que tu peux donner chaque jour qui va faire que dans un an, tu seras très fort. Oui, parce que en plus, comme tu dis, plus t'es fort, plus devenir meilleur est difficile. C'est-à-dire que chaque nouveau point gagné, Exactement. c'est en fait, au début, c'est évidemment facile de progresser, quoi. Complètement. Après, c'est chaque centième au 100 mètres, etc. Est-ce que tu peux me décrire du coup, alors je sais pas si ça existe, une journée type ou, enfin, sans révéler bien sûr des trucs, tu vois, que t'as pas envie de dire, mais juste pour qu'on se projette un peu et qu'on comprenne finalement c'est quoi, parce que tu parlais de sacrifice et tu dis tu dédies ta vie finalement à ton sport et ce qu'on peut totalement imaginer. Enfin, je pense je pense qu'on le sait, mais je pense qu'on se projette pas dans ce que ça veut dire. Et donc j'aimerais bien qu'on comprenne visuellement si ça te va, ça ressemble à quoi en fait la vie de Kevin Mayer. C'est très compliqué de dire une journée parce que moi, aujourd'hui, je suis mon propre préparateur physique et mon propre coach. J'ai appris énormément rare, non? C'est très très rare. Je crois que je suis le seul à mon niveau à le faire. Et j'ai appris. Moi, je suis une éponge. J'ai appris énormément de plein de gens. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que il fallait un peu que je sois dans ma bulle et que je me ressente sur ce que je devais faire chaque jour avec mes sensations, comme je suis hypersensible. Et que du coup j'ai appris énormément de plein de gens. Je me suis dit que ces deux attributs vont faire que je vais pouvoir me créer mon propre plan le mieux possible. Alors moi, ma particularité, c'est que c'est plus dur de me mettre du repos que de me mettre de l'entraînement. Donc la plus grosse difficulté que j'ai, c'est de me reposer parce que je me dis ah mais là si tu faisais ça, ce serait mieux, etc. Donc voilà, une journée type, ça va être quoi? C'est je me lève le matin. En fonction de ce que j'ai fait les jours d'avant, il y a des tensions. Donc, j'ai ma salle de muscu chez moi. Je vais aller dans ma salle de muscu, je vais me réparer. C'est-à-dire que je connais chaque exercice pour chaque tension et j'essaie de faire en sorte que d'enlever les facteurs limitants de mon corps en termes d'amplitude, en termes de force, en termes de douleur. T'aurais un exemple juste pour qu'on comprenne ce que tu veux dire? Tout simplement, quand tu fais du saut en longueur,
l'extension de ta hanche et l'extension de ton genou travaillent énormément parce que l'extension, c'est ce qui permet d'impulser. Donc, le quadriceps qui est responsable pour l'extension du genou et le fessier qui est responsable pour l'extension de la hanche auront beaucoup travaillé. Si j'ai un peu mal au dos ou un peu mal au genou, ça vient forcément de là, je le sais. Donc, je vais faire des exercices d'étirement pour relâcher ces muscles ou alors je vais renforcer le muscle opposé qui sont les flexions de genoux et flexions de hanche pour rééquilibrer les deux chaînes musculaires. Ou alors, je vais faire la balle sur des trigger points, c'est-à-dire sur chaque muscle, il y a des endroits, euh, où les fibres musculaires se sont vraiment tendues. Et si je mets une balle dessus, je mets mon poids dessus, ça va les relâcher. Et du coup, ça va donner un tonus musculaire beaucoup plus serein à mon muscle. Plein de trucs comme ça qui font que avant l'entraînement, je me répare pour être, le plus efficace possible après à l'entraînement. Donc là, ça, c'est à peu près de 8h à 10h. Des fois, je me lève à 6h et c'est de 6h à 9h et je dis à mon coach, on peut y aller un peu plus tôt, je suis prêt. Et après, je vais m'entraîner. On essaye de faire 1 ou 2 épreuves, voire 3 des fois avant la compétition où on fait vraiment que 2-3 répètes sur chaque truc. Mais en période d'entraînement, c'est vraiment, on essaye de travailler la technique. Donc là, c'est des séances qui durent entre 1h30 et 2h30. Après, en général, c'est la sieste. Ou alors j'enchaîne direct sur ma musculation si je veux être tranquille après. Donc voilà, ça fait des journées d'à peu près entre 4 heures et 6 heures d'entraînement, plus ou moins intensif. Mais je mets pas tout ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire le travail kiné, le travail de récupération en électrostimulation, la méditation, mes apnées, les autres sports que j'essaie de travailler pour garder toujours un cerveau jeune, c'est-à-dire en apprenant de nouvelles choses. Voilà, c'est un comment dire, chaque chose dans ma vie est rythmée par l'athlétisme. Le sommeil, t'en parlais, tu disais que c'était pas évident pour toi de te reposer, mais du coup tu t'imposes quand même, tu t'imposes donc des siestes, et puis même j'imagine d'avoir des bonnes nuits de sommeil de quoi, 7-8 heures? Ouais, le sommeil est très très important. D'ailleurs, je le mesure avec une bague qui regarde mon sommeil profond, etc. Étant hypersensible, je suis quelqu'un qui rumine très beaucoup le soir quand j'ai pas sommeil. Donc, non, j'essaye de créer un rythme. Je parlais des télomères tout à l'heure. Si t'as pas un bon sommeil, ça sert même pas. En fait, le sommeil, c'est la base de tout. Tous les diététiciens, les préparateurs physiques, les profs de yoga, enfin, tout le monde va vous dire que si vous n'avez pas un bon sommeil, ça sert à rien de faire des efforts dans le reste. Bossez sur votre sommeil. Et moi, j'ai dû arrêter le café. Enfin, je bois plus qu'un café très tôt le matin pour mieux dormir, etc. Et je travaille beaucoup sur mon sommeil pour que tout simplement mon HRV, le HRV c'est ce qui te donne un petit peu une réponse sur ton état de forme. Le HRV en gros c'est on mesure ton rythme cardiaque pendant toute la nuit et plus ton rythme cardiaque a un écart type élevé, plus t'es reposé en gros. Donc ce HRV, je regarde la courbe et à chaque fois je m'adapte. Des fois, je me lève, je me sens en forme, je regarde mon HRV, il est au fond du trou. Et je me dis, bon, bah, la journée de repos, quoi. Parce que des fois, ça peut péter sans prévenir. Donc, t'adaptes aussi énormément d'ailleurs, je lisais que dans Paléo Préparation, il y a beaucoup de ressentis et d'adaptation, justement, à la réalité. C'est-à-dire que c'est pas, t'as ton planning qui est planifié depuis 3 mois et tu le fais. C'est que tu mets beaucoup d'intelligence et d'adaptation. C'est correct? C'est ça. Et puis, je sais même pas si je pourrais définir ça de la paléo-préparation, mais j'aime bien ce terme quand même parce que paléo, c'est revenir un peu aux bases de la nature. Beaucoup de gens ont des croyances et moi j'ai une très grande croyance. On pourrait un peu dire que mon Dieu, c'est la nature. Je crois vraiment au fait de marcher tous les matins dans l'herbe. Ça aide à rééquilibrer, les ions de ton corps, etc. Parce qu'on a tous des charges positives, négatives dans le corps. Et il y a une sorte de transfert qui se fait quand on a les pieds contre un sol naturel, c'est-à-dire l'herbe, la terre, etc. Et je crois vraiment en tout ça, mais j'essaye de prendre toute l'évolution humaine qui a fait qu'on a quand même des sacrés outils pour être meilleur, vivre plus longtemps, etc. Je le garde. Et tout ce qui nous détruit parce qu'on est des flemmards et qu'on s'est faciliter la vie, j'essaye de l'enlever. Et ça va vraiment jusqu'aux produits ménagers où j'essaie de ne plus avoir de produits et qui nous défoncent parce qu'on les respire et qu'on les ingère par la peau, etc. C'est un vrai calvaire parce qu'on se rend pas compte de toutes les merdes qu'on a rajoutées dans notre vie au fur et à mesure.
Bah, le problème, c'est que là, avec la société, je veux dire, c'est très difficile. J'imagine que tu as d'autres exemples aussi que les produits ménagers, mais c'est vrai que c'est parlant. Oui. C'est qu'en fait, on est tellement dedans que, enfin, ça doit être un effort de revenir à cette source naturelle, à moins que tu ailles te mettre dans une cabane en bois au milieu de la nature. Et même ça, bah, t'as quand même de la pollution, des machins, des trucs. C'est pas Pollution dans l'air, pollution dans la mer, métaux lourds, etc. Non, c'est un vrai casse-tête, mais en même temps, je trouve ça très intéressant parce qu'on a, je suis plein de scientifiques, je suis plein de gens, notamment Brian Johnson, le mec en Amérique qui met ouais. 3 millions par an ou même plus pour vivre le plus longtemps possible. Toujours, il faut prendre ce qu'il y a à prendre et jeter ce qu'il n'y a pas à jeter. Et j'essaie vraiment de suivre plein de gens. Je me suis fait, comment dire, une certaine panoplie de connaissances qui te permettent maintenant de suivre des scientifiques, des influenceurs, etc. et de prendre toutes les nouvelles études qu'il y a eu et de rejeter tous les trucs aussi qui sont un petit peu des phénomènes de mode ou quoi. Ouais. Et mais c'est pas vraiment évident de faire la part des choses, hein, d'ailleurs. C'est pas évident de faire la part des choses. Il faut avoir une base de connaissances. C'est pour ça que je bosse à fond ma physiologie, parce que c'est la base. Anatomie, physiologie, pour un sportif de bien connaître son corps, les muscles, et surtout les réactions chimiques qu'il y a dans chaque cellule et chaque milieu extracellulaire, c'est le plus important. Parce qu'à partir de là, on sait exactement ce qu'on met dans notre corps et comment ça va réagir. Quand je dis ce qu'on met dans notre corps, c'est la bouffe, etc. Hein, c'est pas les piqûres. Mais et donc en fait, on arrive vachement à être le plus optimisé le plus possible. Après, moi, j'essaie d'optimiser le plus possible. Ça fait 2 ans ça fait 1 an que j'ai pas fait de décathlon et j'ai pas pu faire les jeux. Hein. C'est un travail acharné et des fois ça paye pas. Hein. Mais quand on fait du décathlon, on le sait dès le début et c'est pour ça que c'est assez facile de relativiser. Là, quand tu disais donc que t'optimises, mais en fait dans le naturel, là où une fois de plus à ma petite échelle, je te rejoins, c'est que je me rappelle notamment, j'ai pas mal de copains américains qui sont, tu sais, à mort dans l'optimisation aujourd'hui avec tous les Brian Johnson, les Peter Attia et tout, et qui sont brillants et c'est très intéressant, mais qui passent du coup leur vie sincèrement à être stressés à ce stade par leur santé et à, désolé, bouffer des trucs qui sont pas très naturels parce qu'en fait, bien souvent, alors ça c'est surtout le cas aux États-Unis, je vais pas faire de généralité, mais c'est vrai que on perd un peu de vue que les fruits et les légumes déjà ils ont souvent beaucoup de choses qui ont été mis dedans et encore on mange pas assez de fruits et de légumes, c'est tout est très transformé aux États-Unis par exemple. Est-ce que cette démarche au niveau de la diététique pour toi, enfin ça fait un moment j'imagine que tu y réfléchis et que tu travailles dessus, mais ça doit être presque un combat en fait parce que franchement manger des trucs vraiment naturels, c'est pas si facile. Et tu penses que ça fait une différence ? Ça fait une différence énorme et c'est un casse-tête énorme aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai du mal à manger. Je limite ma consommation de légumes et de fruits parce que contrairement aux animaux, ils n'ont pas de système de rejet ou beaucoup moins d'un système beaucoup moins développé. C'est-à-dire qu'un bœuf va avoir un foie, va avoir un système urinaire qui va pouvoir vachement rejeter toutes les merdes qu'il mange. Donc même s'il est nourri au soja, etc., ce sera beaucoup moins pire qu'une plante qui absorbe tout dans le sol, tout. Et elle le rejette très difficilement. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un casse-tête énorme. Et en fait, le truc, c'est que il faut se faire une raison. Tout ne pourra pas être parfait. Et c'est pour ça que je suis pas comme Brian Johnson. Je suis pas même et Brian Johnson, il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas d'accord avec lui. Hein. C'est toujours pareil. J'adore voir moi les études qui sortent scientifiques. Et Brian Johnson, il a un capital financier tellement énorme qu'il arrive à avoir ses scientifiques à lui. Et j'adore lire les études qu'il y a vis-à-vis de ce qu'il veut faire. Et là-dessus, il faut faire de son possible sans culpabiliser quand on n'y arrive pas, parce que le stress est aussi un facteur énorme de vieillissement. Ouais. Ça oxyde vraiment les cellules et le stress oxydatif fait que vraiment la cellule marche moins bien. Elle est beaucoup plus perméable, etc. Imperméable, pardon. Donc il y a beaucoup moins d'échanges entre le milieu extracellulaire et cellulaire. Donc il faut vraiment, comment dire. En fait, il faut prendre ça comme un jeu. C'est un peu comme je me suis rendu compte très jeune quand j'étais petit, je prenais au sérieux les médias, je voulais bien parler devant les médias et le jour où j'ai pris ça comme un jeu, je me suis dit bah vas-y, on va déconner, on va s'amuser parce que j'avais vu un pote faire pareil. Il avait beaucoup plus de prestance devant les médias parce qu'il avait qu'une envie, c'était de déconner et son intelligence ressortait quand même à travers
l'aspect funny qu'il avait et tout. Donc T'es plus naturel, quoi, aussi. voilà. Et en fait, je me suis imposé la même chose. Je me suis dit, la vie, c'est un jeu. Euh, Hmm. on en a qu'une. Ça sert à rien de se prendre la tête et de stresser. Fais ce que tu peux tous les jours et on verra bien si ça marche, quoi. C'est une bonne philosophie, mais c'est intéressant quand même ce que tu disais là sur les légumes. Tu vois, j'y avais jamais trop pensé comme ça, parce que c'est vrai qu'on Mm, se dit tout le temps manger des légumes, mm, c'est mieux, c'est moins inflammant, etc. Mais en fait, c'est vrai que si les légumes sont pas bons, enfin pas bons, et mm. malheureusement à l'heure d'aujourd'hui, comme tu le dis justement, bah c'est assez difficile. Même j'imagine des légumes bio et tout, tu sais jamais quand même exactement ce qu'il y a dedans. Et donc, ce que je voulais dire, c'est pas si simple. Et je pense qu'il y a beaucoup Non, d'injonctions contradictoires et beaucoup de gens qui disent il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est pas si Mm. simple. Non, mais après, c'est ce qu'il faut vraiment que les gens se rendent compte, c'est que en plus, on n'est pas les mêmes personnes. Donc, Hmm, vraiment, nos ancêtres sur des dizaines, des centaines de milliers d'années, n'ont pas vécu de la même manière. Je veux dire, une personne qui a vécu, bien sûr. qui a tous ses ancêtres qui ont vécu en Afrique depuis le début, et moi qui suis blond aux yeux bleus, tu peux être sûr que bah, je mange du gluten, je grossis direct à vue d'œil, je gonfle. Tu peux être sûr que je viens des Vikings. Je peux pas manger pareil qu'eux. Moi, j'ai mes potes Hmm, athlètes, des personnes, qui viennent asiatiques, arabes, qui viennent du sud de l'Afrique, etc. Mais ils mangent pareil que moi, ils grossissent. Je mange pareil que eux, je grossis. C'est vraiment réussir à se rendre compte que le corps donne des informations et c'est attentif à ces informations. Et à partir de là, tu peux construire petit à petit. Et moi, je sais très bien que quand je mange de la viande, tout va bien. Dès que je rajoute des produits à côté, c'est-à-dire légumes, fruits, moi, c'est sûr que tout ce qui est sucre lent ou sucre tout court, ça me fait grossir, gonfler. Je fais rétention d'eau et tout, donc c'est sûr que c'est pas bon pour moi. Et ben, je vois qu'en fonction des choses, je me sens plus fatigué le jour d'après, hmm. etc. Parce qu'il faut se rendre compte que vraiment la nutrition, c'est à la base de tout. Bon, déjà, il y a le sommeil, mais la nutrition, c'est vraiment ce qui va renouveler toutes les cellules de notre corps. Et au bout d'un an, pratiquement toutes les cellules de notre corps sont renouvelées. Donc tout ce que tu mets dans ton corps euh, te construit pour l'année d'après. Et ça, les gens s'en rendent pas compte parce qu'ils pensent que peu importe ce qu'ils mangent, bah, tant qu'ils ont plus faim, c'est bon. Mais c'est tellement plus. Enfin, il faut vraiment manger pour vivre et pas vivre pour manger. C'est vraiment la phrase, quoi. Non, et ce que tu dis très intéressant aussi, je trouve, et qui est, je pense que c'est une tendance qui va venir. Enfin, tu l'as certainement plus observé que moi, mais c'est cette notion un peu de d'ethnie en fait quand même, ou en tout Mm, cas de passé, et du fait que oui, toi t'es blond aux yeux bleus, moi je suis petite et brune, je pense que je viens plutôt, enfin tu vois, j'ai ma famille arménienne, etc., donc je mm. viens plutôt Eurasie, etc. Ben c'est assez normal en fait qu'on mange pas les mêmes choses, et en fait le côté on Exactement. copie-colle et on se met la même recette, en fait ça fonctionne pas. Bon alors au-delà du fait que je ne suis pas des catelettes et j'en viens du monde, mais tu Ah, il y vois, a moins de problématiques. c'est sûr, moi je m'embête moins, mais même à l'échelle d'un être humain, tu vois, qui a pas ce niveau de performance physique, même dans le mental, même dans le, enfin je sais pas si Mm, tu l'as observé même pour toi dans le, tu le disais, tu vois, dans le sommeil, mm. dans tout ça, ça joue aussi quoi. Ouais, c'est ça. Il faut se connaître en fait. Il faut réussir à se connaître et se rendre compte de ce qui est bon pour nous et surtout pas. Ouais, il faut pas se mettre la pression. C'est très compliqué. La santé, c'est la base du sport, hein. Et moi, je pense que c'est la base de l'intelligence aussi. Les gens se rendent pas compte qu'à quel point, moi, quand je suis après mon gros décathlon de l'année, j'ai un mois et demi de malbouffe. Je me rends compte à quel point ça me bouffe le cerveau. Il faut se rendre compte que quand tu manges mal, t'as as la paroi de tes intestins qui devient beaucoup plus imperméable, et donc il y a plein de mauvaises choses qui rentrent dans ton sang alors qu'avant ça rentrait pas, Hmm. et ça crée de l'inflammation dans le sang, et forcément le sang ça va jusque dans le cerveau et ça crée de l'inflammation dans le cerveau. Et comment Et ça se manifeste, tu dirais? C'est tu te sens déprimé, à petite échelle, c'est manque de patience, flemme, manque vraiment sensation d'être moins alerte. Hmm. Et à grande échelle, bah, c'est tout ce qui est Parkinson et Alzheimer, etc. Hmm. Tu disais précédemment que donc ce sport et finalement ta vie d'athlète, bah ça avait nécessité pas mal de sacrifices et que tu y consacres ta vie. Est-ce Mm. au-delà, là on comprend que au niveau de la bouffe il y a un peu de sacrifice, au niveau du sommeil, etc. Est-ce que tu peux nous dire pour qu'on visualise là aussi, est-ce que tu as d'autres sacrifices
ou choses peut-être que t'aurais aimé faire, enfin, ou que si t'étais pas sportif comme ça, tu ferais différemment pour que là aussi on visualise qu'est-ce que ça veut dire concrètement de faire ces choix de vie. Ouais, voilà, c'est plus des choix que des sacrifices parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a, dans ma carrière, et j'ai été très chanceux au décathlon, ça fait très longtemps que je suis décathlon. La moyenne d'un décathlonien, surtout des décathloniens français, et j'en ai vu beaucoup passer, c'est plus 3 4 ans au top et après, bah, il y a tellement de blessures que ça a du mal à revenir. Mm. Euh, les choix qu'il faut faire, se rendre compte d'autres choix. Non, ouais, mais en fait, c'est la diététique le plus dur parce qu'on a vraiment mis la bouffe au milieu de de nos interactions sociales. C'est vrai que maintenant, Mm. quand tu dis, ben, je bois pas de vin, non, là, je pourrais manger que de la viande et des légumes, etc. Les gens, ils te regardent. Le matin, au brunch, je mange rien à part un petit café et un petit verre d'eau. Les gens me regardent comme ça alors que je suis au restaurant avec eux. C'est surtout le regard des gens. Le regard des gens. Euh, Quand je vais bah, rien que là, je suis dans la maison de mes parents, euh, il y a des choses sur la table toute la journée qui me donnent envie. Et, vraiment la bouffe, c'est le plus dur. Parce que c'est permanent en Après, le plus. reste, vraiment, le choix que j'ai fait, j'ai eu de la chance parce que vraiment, je vis de ma passion, donc c'est pas compliqué. Ma vie, elle est pas compliquée, je l'adore. Je me suis jamais levé en me disant, oh là là, j'ai pas du tout envie d'y aller, j'ai envie de rester dans mon lit, etc. Donc, le conseil que je donnerais aux gens, c'est choisissez quelque chose pas par l'attrait financier ou l'attrait social, c'est-à-dire le regard des gens vis-à-vis de ce que vous faites, c'est vraiment par l'attrait passionnel, parce que quand on est passionné, on devient meilleur. L'appréhension du temps devient tellement courte quand on pratique quelque chose qu'on aime, qu'on le pratique plus que les autres qui aiment pas, et donc on devient forcément meilleur. Et pour moi, c'est le facteur numéro un pour devenir meilleur et pour ne et du coup, mais j'arrive pas à répondre à ta question parce qu'il n'y a pas tant de Mm. sacrifices que ça au final. Euh, je fais un sport explosif, donc j'ai beaucoup de temps à côté de repos, où j'ai du mal à me reposer d'ailleurs, mais du coup, je peux profiter de ma famille, je peux me reposer, regarder des séries. Le plus chiant, c'est que je suis un passionné de sport, donc j'aurais aimé avoir 10 vies et optimiser 10 sports, comme je le fais là dans le décathlon, parce que je suis vraiment un passionné de sport. Et là, là, je viens de commencer le golf, je viens d'acheter mes clubs. Waouh, je sens que ça va devenir un après-carrière assez important, ça. C'est plutôt cool, ça veut dire que tu vas pas t'ennuyer. Et Ouais. tu parlais du regard des autres, c'est intéressant parce que c'est quand même une problématique enfin qu'on vit tous, et je me dis que toi dans ton cas ça doit être d'autant plus dur qu'en plus maintenant t'es une personnalité médiatique et connue. Est-ce que enfin comment t'as vécu cette célébrité? Ça a été dur, enfin c'est pas évident comme question, mais je trouve que Mm. j'imagine bien que ça a dû te faire réfléchir tous ces sujets. Alors moi, j'ai toujours eu la philosophie de me dire qu'il fallait pas regarder le regard des gens. Et un de mes principaux moteurs, ça a toujours été le regard des gens pour pour tout. J'ai adoré que les gens vibrent à travers moi. C'est une sensation exceptionnelle. Et quand j'ai commencé à faire des titres et que tu vois tes proches et même des gens que tu ne connais pas Mm. vibrer à travers toi, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est un truc qui me manque beaucoup parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ouais. Donc c'est assez. J'ai une philosophie qui va pas du tout avec mes sensations, donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et du coup, je t'ai dit ça parce que j'y ai pensé. J'ai oublié ta question. Non, mais ma question c'était, bah justement, ton regard, enfin la notion de célébrité, de regard des autres, et en Mm. fait, on sent bien dans ce que tu dis, comme Ouais, t'es hypersensible, que en fait, tu te nourris de l'empathie des autres, et notamment quand ouais. t'es en train de performer, bah en fait, ça te porte. Et en même temps, ça doit être un peu un fléau, je me dis, parce que bah du coup, l'hypersensibilité, quand tu te prends désolé, un connard qui met un truc Ouais. sans queue ni tête, ça doit pas être évident. Le fait de se faire reconnaître, enfin, j'imagine bien que dans ton type de personnalité, ça doit pas être facile. Et donc, je voulais savoir si c'était le cas ou si c'est moi qui fantasme. Non, Et non, puis, non, c'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose de très difficile. Et Léon Marchand, d'ailleurs, on a parlé après ses titres olympiques, c'est qu'il a vraiment pris une baffe. Moi, à moindre échelle, parce que Léon Marchand, c'est Léon Marchand. Euh, Ça a été très dur. Ça a été très dur d'un point de vue au moment où ça devient moins humain en fait. Moi, je suis quelqu'un de très humain. J'adore les interactions avec les enfants parce qu'ils sont souvent encore des petits animaux et qui sont comment dire ils veulent avoir un échange sympa avec toi. pose pas Contrairement de à questions, quoi.
plus l'échange est avec des gens, une personne âgée, bon, je fais une énorme généralité parce que c'est pas vrai à chaque fois, mais plus la personne va vouloir te montrer qui il est, etc., et plus ça va être des interactions qui sont pas super. Mais en général, j'ai de la chance, j'ai pas beaucoup de haters, etc. Mais c'est très difficile à vivre parce que ça change tes relations avec Ça les a gens que tu changé tes connais pas. relations. Même des gens que tu connais, ça a changé tes relations, tu dirais? Ouais, j'ai la chance d'avoir un entourage très compréhensif et qui a pas beaucoup changé, mais même là, on sent que des fois, quand il y a des tensions, comme dans toutes les relations amicales et de famille et même amoureuses, c'est pas le même, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Il faut que je fasse beaucoup Hmm. moins d'erreurs parce que je suis une personne connue et ce que je vais dire va impacter beaucoup plus ces personnes. En fait, je dirais que on atteint un capital symbolique quand on fait des résultats qui fait que les gens vous ont placé très haut et vous devez absolument pas les décevoir. C'est vraiment la moindre petite chose qui les déçoit chez vous, ça va leur faire beaucoup plus de mal. Ils vont réagir beaucoup plus fort qu'une personne lambda, je dirais. Oui, parce qu'en fait, ils te mettent tellement sur un piédestal, même si tu l'as pas demandé, que en Non, gros, ils peuvent ouais. perdre un peu la réalité. Enfin, la C'est réalité. ça. Après, encore une fois, moi, j'ai eu la chance j'ai la chance et je pense que j'ai eu l'intelligence de pas m'entourer que des gens qui sont venus vers moi que quand j'ai fait des résultats. J'ai la chance d'avoir des personnes qui me veulent que du bien et qui ont pas changé avec moi depuis que je fais des résultats. Et t'as réussi à déceler justement les personnes qui étaient là pour les mauvaises raisons et à les écarter, parce que ça doit pas être évident aussi quand t'as plein de monde comme ça, tout le monde est sympa, ils débarquent, ils ont envie d'être ton pote, et en fait, alors c'est peut-être un peu sincère, mais c'est aussi pour les mauvaises raisons, quoi. Ouais, je pense que là aussi mon hypersensibilité a beaucoup influé mon entourage parce que dès qu'une personne, dès que j'ai senti une personne un peu mauvaise, euh, j'avais quelque chose dans mon corps qui me disait je le sens pas. Ça je le sens pas et des fois je me suis trompé hein, c'est des fois mais ça m'a permis de beaucoup trier et c'est très dur de rentrer dans mon cercle social. Je suis quelqu'un qui est très fidèle à mes amis mais il y a très peu de personnes avec qui moi un appel d'une personne que je connais pas, je réponds une fois sur 10 et c'est vraiment que mon cercle genre de mes trois quatre meilleurs amis et sinon je réponds pas, j'écris et encore les textos j'ai du mal. Donc ça m'a beaucoup protégé. Ouais, bah t'es obligé, hein. Ouais. Écoute, Kevin, on arrive à la fin de cette interview et alors à chaque fois j'ai des questions signatures qui, j'espère, vont te plaire. Tu vas me dire. La première, alors elle est pas rigolote, mais bon. Est-ce que tu as vécu un grand échec, un grand moment de doute, un moment particulièrement dur dans ta vie qui peut être lié au sport ou pas, hein, d'ailleurs, Mm. mais dont tu pourrais nous parler et surtout nous dire qu'est-ce que t'en as tiré comme enseignement? Moi, j'ai vécu un énorme échec, c'est celui de me blesser juste avant les Jeux de Paris, alors que j'étais dans une forme olympique. J'ai une dernière compétition de préparation, je me pète sur les haies. Euh, Ça a été un moment très dur, et c'est la première fois où je me sentais marcher sur l'eau et que ça n'a pas marché. Donc, je me suis dit que j'étais aussi vulnérable, que j'étais pas invulnérable quand j'avais cette sensation. Donc, un bon moyen de retomber les pieds bien sur terre et de se dire que non, bah, j'étais pas fait pour être champion olympique à Paris, alors que toutes mes sensations étaient vers là et que j'avais jamais été trompé par ces sensations. Et c'est vrai que j'ai encore du mal. Des fois dans ma tête, je me dis, mais putain, j'étais fait pour être champion olympique à Paris. Mais Kevin, c'est passé, le passé, c'est le passé, tu reviens jamais, quoi. Et il y aura jamais de championnat de Jeux olympiques à Paris encore. Il y a jamais eu de championnat du monde ou de championnat d'Europe en France. Donc c'était peut-être ma seule chance de porter le maillot de l'équipe de France en France. Donc non, c'est vraiment le plus gros échec de ma vie. Mais encore une fois, j'ai su rebondir assez vite et je veux pas laisser passer ma vie à cause des échecs. On n'a qu'une seule vie, il faut profiter de chaque moment. Je sais que je suis très chanceux de faire ce que je fais, très chanceux de vivre de ma passion. Et même si ma passion me met des difficultés, il faut que j'arrive à continuer à vivre avec parce que c'est mes choix, quoi. T'as mis combien de temps à t'en remettre, tu dirais, psychologiquement, je veux dire? Psychologie, ça dépend quelle étape de remise. Aujourd'hui, j'ai encore du mal à me dire que c'est arrivé, mais on va dire que au bout de 3 jours,
moi, je pleurais plus sous ma douche, etc., quoi. Je me disais, bon, bah, vas-y, essaie de faire la rééducation la meilleure du monde et peut-être que ça va passer, mais j'y croyais pas un brin. Mais je voulais, en fait, je me suis mis un protocole j'ai le mot en anglais, je l'ai pas en français, ça va faire le mec Ouais, bilingue, mais tu peux le dire en anglais. le Ouais, de grief deuil. de deuil. Et en fait, ce protocole pour gérer mon deuil, c'était de me mettre à fond pour ma rééducation jusqu'au jeu. Et j'ai pu courir 20 mètres à 80% le jour avant le décathlon, alors que et tous ceux qui étaient autour de moi étaient impressionnés parce que c'était impossible d'y arriver normalement avec une rupture partielle du tendon de l'ischio à 95%, quoi. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? J'ai adoré toutes les expériences négatives et positives de ma vie et je peux sereinement dire que je referais rien. C'est toutes les expériences. J'ai l'impression d'être très chanceux en fait parce qu'il y a beaucoup des bons moments qui sont passés à un fil de pas arriver, surtout dans le sport. J'ai failli faire plein de fois zéro à la perche et à la fin du décathlon, je finissais champion du monde, etc. Donc, je pense que à partir du moment où on veut refaire le destin, il faut accepter de perdre tout ce qu'on a eu avant aussi. Donc, je referai rien, je laisserai comme ça et je suis très content d'être arrivé là où j'en suis. Je me sens très chanceux, donc après. Celle-ci, je l'aime bien. Qu'est-ce que tu trouves beau, soit au sens, tu vois, philosophique, métaphysique ou juste esthétique, quoi. Un truc vraiment qui t'émeut, qui te touche quand tu le vois, quand tu l'entends. Waouh, j'ai, je dirais que dernièrement, ce qui m'a ému, bon après, je me marie dans une semaine, donc j'ai Félicitations. l'impression que ça va être un sacré moment. Merci. Mais non, ce qui m'a ému dernièrement, vraiment, c'est j'ai regardé la saison 2 de Last of Us et quand dans l'avant-dernier épisode, il y a la scène où je me rappelle même plus des noms, je suis très mauvais en noms, mais la scène d'amour où le mec a fait des choses horribles par amour pour une fille qu'il a adoptée. Ça m'a ému à un énorme point et en tant que qui hyper émotif, vous imaginez à quel point ça a pu. Mais vraiment, je me rends compte que faire les choses qu'on aime avec les gens qu'on aime, c'est la chose la plus incroyable qui puisse arriver et c'est ce que j'essaie de faire chaque jour. Donc, non, les bons moments, c'est quand il y a de l'amour. Et je suis sûr que l'amour transcende même la tristesse parce que, par exemple, une semaine après les Jeux, on a enterré ma grand-mère et j'ai trouvé ce moment incroyable parce qu'on était tous tellement tristes de l'avoir perdu. Et donc l'amour pour moi en général est quelque chose qui transcende beaucoup de barrières. Merci Kevin de partager ça. Alors la question un peu moins rigolote et corollaire, c'est qu'est-ce qui t'irrite, qu'est-ce que tu n'aimes pas voir, qu'est-ce qui t'énerve, qu'est-ce qui te fâche, qu'est-ce que t'aimes pas observer? La malveillance. Des personnes qui savent très bien qu'ils font le mal et qui continuent pour leurs intérêts, ça m'en fout. Ça m'en fout. J'ai un des plaisirs de ma vie, c'est de faire plaisir aux gens et c'est pour ça que j'adore faire vibrer les gens à travers le sport parce que je me rends compte que ça les rend heureux. Et la malveillance me rend fou. Malheureusement, il y en a un petit peu partout. Encore quelques petites questions. Celle-ci, je pense que ça serait intéressant parce que tu me disais que tu étais souvent animé par des citations, des phrases un peu mantra. Est-ce que tu as une maxime, justement, un mantra, des citations que tu pourrais partager avec nous parce qu'à un moment dans ta vie t'ont particulièrement aidé, soutenu, soulagé, tu vois? Ouais, je dis toujours la même, hein, et tout le monde rigole, mais en même temps, il l'adore. C'est ce que dit Maître Oogway dans Kung Fu Panda, le film, le 1. Qui est un film génial, soit dit en passant. Incroyable, j'ai adoré ce film. Et Oogway, à un moment donné, dit hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Ah. Et ça va beaucoup avec ma philosophie, c'est-à-dire utiliser les moments présents pour ne jamais regretter le passé et ne pas se stresser du futur pour ne pas regretter le passé non plus, parce que quand tu te stresses sur le futur, en général, tu fais pas ce qu'il faut aujourd'hui pour que ça aille mieux demain. Complètement. Voilà.
Une croyance qui est controversée. Alors, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu as une opinion, je pense que entre là, tout ce qui est diététique, etc., on en a un peu parlé, mais si t'en as une autre où tu peux continuer, c'est en fait, tu constates que les personnes autour de toi, la presse, etc., c'est pas forcément de la politique, hein. C'est plus tu constates que le monde n'est plutôt pas en phase avec, ou tu n'es pas en phase avec le monde sur un point. J'ai par exemple eu quelqu'un qui m'a dit une fois. Ouais. On dit souvent que les personnes plus âgées sont plus sages. Ben moi je le crois pas. Ils ont plein de biais cognitifs, etc. Donc ça, tu vois, ça peut aller dans tous les sens. Non, moi, ce qui est controversé, c'est quand je dis qu'on est maître de notre vie. On n'est pas tous avec les mêmes outils pour y arriver, ça c'est sûr et certain, mais on est maître de notre vie. Et la résilience, ça se construit. Et bien sûr qu'on a tous des capacités différentes, mentales, physiques, etc. Mais je pense qu'on construit notre vie. Et peu importe d'où on part, on peut arriver très haut. Et voilà, arrêtons de nous plaindre à travaillons, quoi. Et à travers le travail, c'est là qu'on découvre le vrai bonheur à long terme. Donc c'est assez controversé parce qu'il y a beaucoup, surtout en France, je pense, où on a besoin d'être poussé, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'être soutenu, on a besoin de ci, de ça, mais non. Tu nais tout seul et tu meurs tout seul. Vivre avec des gens bien, c'est super cool. Partager des expériences, c'est super cool. Mais alors, une chose est sûre, c'est que t'es maître de ta vie et bouge-toi le cul. Écoute, franchement, ça fait du bien. Je te remercie. Moi aussi, je t'avais pas dit, mais tu sais, je suis entrepreneur. J'ai une boîte avec 100 de salariés. Et donc je venais pas du secteur, donc j'ai créé une marque de joaillerie, donc d'où le fait que ça m'intéressait. En plus ton mariage, et encore bravo pour ça. Et en fait c'est marrant parce que je me rends compte de plus en plus que effectivement les personnes qui prennent leurs responsabilités, même quand ils échouent, même quand c'est difficile, etc., c'est eux qui vont le plus loin, mais tellement. Et Exactement. Que le problème c'est que même quand on a eu une injustice, le fait de pas se positionner comme une victime, de pas le vivre mal, en fait, mais ça fait tellement la différence. Et toi, quand t'as eu ton accident et que tu t'es blessé, par exemple, t'aurais tellement pu te dire la vie c'est de la merde, je suis une victime, etc. Pourquoi le fait que 3 jours plus tard, en fait, tu te ressaisisses. Enfin, désolé de remettre le couteau dans la plaie, mais c'est hyper inspirant parce qu'en fait, on se dit mais que voilà, nous aussi à notre niveau, il faut que, enfin, cette notion en fait de je peux changer. Demain est un autre jour, c'est quand même assez fort, quoi. C'est ça. Et puis de prendre la vie comme un jeu. Et moi, je l'ai vu. Mon échec à Paris, et je veux dire, il est tellement superficiel à côté des gens que je vois, par exemple, dans le handisport. Un mec qui a un bras en moins ou une jambe en moins. Moi, j'avais fait un décathlon avec 2 personnes qui avaient une jambe en moins. Et ça n'existe pas, le décathlon pour le handisport, hein, tellement c'est dur de ça. Et les mecs étaient allés jusqu'au bout, et le 1500 mètres avec une spatule à la place de la jambe, il avait le moignon en sang. Enfin, et en fait, je me suis vraiment rendu compte que nos limites mentales, c'est celles qui nous le font le plus de mal possible. Parce que j'ai vu des mecs chez les handisports, et c'est pas pareil chez tous les personnes handicapées, hein. Il y a des personnes qui sont vraiment au fond, et eux, on peut les comprendre. Mais vraiment, moi, quand par exemple, je veux pas faire 1500 mètres au décathlon, je préférerais mourir que pas de le faire. Je me dis, mais Kev, de 1914 à 1918, il y a des gens qui sortaient des tranchées, qui couraient à travers les balles, et toi, tu te chies dessus pour faire un 1500 mètres. Et en fait, il y a toujours pire que nous, et on peut toujours un peu relativiser et réussir à rebondir sur nos échecs et à réussir à, trouver notre voie. Et en fait, le principe de la vie, je pense, c'est de trouver sa voie et de pas être feignant vis-à-vis de ça. J'ai 2 questions encore pour toi. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis ? Plein. T'as pas peur de changer d'avis déjà ? La méthode du caméléon, c'est vraiment la meilleure des méthodes au monde, c'est de changer d'avis sans arrêt. Et avec surtout avec la recherche scientifique, etc. C'est demain, si tu me dis que la viande est vraiment horrible pour moi et que je dois arrêter et que tu m'expliques par A plus B que c'est la vérité, j'arrête directement et je t'écoute. Je trouve que ça aussi, c'est une barrière énorme chez les gens, c'est de mettre trop de temps à changer d'avis. Et c'est pour ça que là-dessus, j'ai beaucoup de jalousie vis-à-vis des Américains, parce qu'il y a plein de choses où je suis pas d'accord avec eux, mais ils ont une capacité à se remettre en question. Le rêve américain, c'est ça en fait, c'est se remettre en question et à changer d'avis jusqu'à ce que ça marche. Et en fait, en France, on a des très bonnes bases, meilleures, je pense, que les États-Unis.
mais on est tellement fiers, on a tellement d'ego que des fois, mais putain, mais passe à autre chose, quoi. Tu vois bien que ça marche moins que la nouvelle technique, etc. Et moi, j'ai eu des coachs, j'ai connu des personnes qui ont été frustrés par le fait que j'aille voir de nouvelles techniques et ça a bien marché. Ils ont ragé, ils ont plus voulu m'entraîner, ça a créé de la tension et c'est très très dommage. Écoutez tout le monde et essayez tout le temps de progresser. C'est le conseil que c'est ce que j'essaie de faire, quoi. Et c'est drôle parce que ce que tu dis, en fait, tu parles de sport là, mais c'est tellement valable. Enfin, je te dis, moi, en tant qu'entrepreneur, mais c'est tellement la même chose, en fait. Et c'est drôle parce que et je dois dire que les Américains, on le sait, sont quand même meilleurs que nous, malheureusement, en entrepreneuriat. C'est ça. Bon. Et du coup, ma dernière question, je sais pas si t'aimes beaucoup lire, mais j'ai l'impression que oui, entre tout ce que tu m'as évoqué, les rapports scientifiques, etc. Est-ce qu'il y a quelques livres ou un livre qui t'a particulièrement marqué sur, ces derniers temps, ou ça peut être plus jeune d'ailleurs, mais qui t'ont vraiment influencé, impacté, dont tu pourrais nous parler, pourquoi ça t'a touché? Ouais. Alors moi, malheureusement, j'apprends très mal par les livres parce que je suis assez dyslexique et je suis obligé de lire dans ma tête et je mets très longtemps à lire. Donc mon ratio, sinon? je fais ça. Et maintenant avec ChatGPT qui me fait je lui demande de faire des synthèses et ça va beaucoup plus vite parce que moi je lis très doucement et il y a 2-3 informations que je cherche dans chaque livre. Mais non, ce serait le docteur Perlmutter sur c'est quoi le titre? C'est l'intestin au service du cerveau. Voilà. C'est ça qui m'a vraiment fait me comprendre que nos intestins sont à la base de beaucoup de réactions chimiques dans notre corps parce que c'est là que passe toute la nourriture. Et très très enrichissant, très très enrichissant. Surtout pour les gens qui veulent avoir des enfants en bonne santé, qui veulent être en bonne santé quand ils seront vieux, etc. Ouais. On parle beaucoup d'Alzheimer, de Parkinson, enfin de plein de maladies et tout. Et c'est toujours mieux à travers la bouche d'un médecin qu'à travers la bouche d'un sportif. Donc, lisez-le. Génial. Écoute, je le mettrai dans les références. Kevin, je te remercie. Honnêtement, c'était génial. J'ai passé un super moment. Je suis sincère et je te remercie. T'as été hyper honnête. Enfin, en tout cas, c'est la sensation que ça me donne. Écoute, on se connaît pas très bien, mais j'ai vraiment passé un super moment. Est-ce que t'as peut-être un dernier message que tu souhaites passer à l'audience à l'aune de tout ce qu'on s'est dit? Je sais pas, un dernier mot pour la fin? Non, bah écoute, tout simplement, ouais, allez, encore un petit truc philosophique, danser au soleil comme sous la pluie. Voilà. Génial. Et écoute, je te remercie 1000 fois pour ton temps. Je te souhaite évidemment encore beaucoup de succès. Peut-être un jour champion du monde de golf, on sait pas. C'est tout le mal que je te souhaite. Je vais tout donner, mais je suis pas sûr. Dans quelques années, on sait jamais, écoute. Mais génial. Et pour les personnes évidemment qui nous écoutent, qui ont envie de te suivre, t'es présent sur Insta. T'es présent aussi sur TikTok, je crois, mais pas tellement un peu partout, quoi. Donc on peut te suivre et suivre tes actus. Mais j'ai vachement freiné les réseaux sociaux. Ouais. J'essaie de calmer ce genre de choses. Encore un mais peu de reconnexion avec la nature. Je pense que t'as raison et je te remercie du coup d'avoir accepté l'invitation. Le podcast, tu vois, c'est un format long et moi, ce que j'aime en fait dans ça, c'est que justement, il y a pas ce côté, tu sais, spectaculaire et on essaye juste de faire du clic et du machin. En fait, et je te remercie, une vraie discussion et j'espère que les personnes qui nous écoutent, quand même t'enverront un petit message pour te remercier d'avoir pris le temps. Mais je te remercie en tout cas parce que c'était top. C'était avec plaisir. À bientôt.